voulez bien vous asseoir, on va reprendre. Donc on va sortir du contemporain pour glisser vers le rural puis vers le médiéval. Donc maintenant, c'est Marc Conesa qui est professeur en histoire moderne à l'Université de Perpignan, qui va vous parler de décloisonner le passé. Marc Bloch et le renouvellement de l'histoire rurale, qui était effectivement un des grands axes de Marc Bloch. Merci Monsieur le Président de séance. Voilà, donc je voudrais évidemment remercier un peu tout le monde pour la tenue de cette journée, parce que, à la fois comme ancien étudiant à l'Université de Perpignan et aussi comme historien, évidemment, Marc Bloch a été un compagnon permanent, à la fois de mes études et de mes écrits, et d'autant plus qu'effectivement j'ai écrit, j'ai travaillé, je travaille encore en histoire rurale. Évidemment, c'est jamais simple de parler d'histoire rurale, parce qu'on a peur que la moitié de l'assistance finisse de s'endormir après l'histoire contemporaine. Et pourtant, M. Cadet l'a souligné, c'est un aspect extrêmement important du travail de Marc Bloch, et qui participe, à mon sens, d'une certaine pratique de l'histoire, qui est celle d'essayer de penser ce qui fait nation, ce qui fait pays, ce qui fait les cadres collectifs, ce qui fait les groupes sociaux, à un moment donné de sa trajectoire intellectuelle et de son parcours d'historien. Parce que derrière l'histoire rurale, évidemment, on pose et on s'intéresse à ce qui constitue la plus grande majorité de la population, 95%, 98% peut-être, et la plus grande partie des espaces, et ce sont là les cadres majeurs de l'histoire telle que l'a menée Marc Bloch pendant des années. Évidemment, la question de l'histoire rurale prend le relais de celle des rois thaumaturges, qui là un essai de psychologie sociale, et on voit encore que cette dimension collective travaille et le travail. Donc, il faut bien avoir conscience que lorsque les caractères originaux de l'histoire rurale paraissent en 1931, il n'y a quasiment pas d'histoire rurale en France. Quelques lignes chez Voltaire, dans le siècle de Louis XIV, où on apprend qu'on cultive la vigne. Quelques écrits au XIXe siècle qui s'intéressent essentiellement au cadre juridique à la fois des personnes et de la propriété foncière, qui est la grande question du XIXe siècle. Qu'est-ce que c'est que la propriété? Quelques écrits, notamment d'archivistes, dont Bruteis, ici, en 1894, sur l'étude des conditions de la paysannerie en Roussillon, qui est un classique, qui va être utilisé, mais l'ouvrage de Marc Bloch, en 1931, apparaît un peu comme un manuel, et continue d'être un manuel, le premier peut-être manuel d'histoire rurale de la France. Alors, Marc Bloch, c'est lui une lecture initiatique pour les historiens, notamment le métier d'historien, qui est encore lu, qui doit l'être encore, pour les historiens ruralistes, mais il ne faut pas non plus se tromper. Il y a eu des phases et des moments dans l'histoire où Marc Bloch a été particulièrement utilisé par les historiens et par les étudiants en histoire, et d'autres où il a été un peu en recul. Vous avez deux graphiques qui représentent les citations de Marc Bloch dans les bibliothèques telles qu'elles ont été numérisées. Donc on voit ces grandes fluctuations avec un pic qui recommence autour des années 2000, parce que peut-être qu'à partir des années 2000, la manière dont on pense et on écrit l'histoire rurale, qui sont une histoire à la fois agraire, des choses, des champs, des types de culture, de l'organisation collective, de la vie rurale, et l'histoire rurale qui est beaucoup plus large, à partir des années 2000, évidemment, il y a un peu une redécouverte, pas seulement parce que ça a été une question au CAPES et à la délégation, mais aussi parce que ce sont des questions qui se posent à nous. D'où une interrogation sur qu'est-ce que c'est que cette histoire rurale et qu'est-ce que c'est que ces caractères originaux, et pourquoi l'appréhender sous la forme de décloisonner le passé. Décloisonner le passé parce que l'une des constantes dans le travail d'historien de Marc Bloch, c'est de penser la critique du présent par le passé et d'une certaine manière la critique du
passé par le présent. Il puise dans le présent des éléments d'interrogation qu'il va projeter sur un passé. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y a systématiquement ou régulièrement, on fait l'histoire évidemment du présent, mais un renouvellement de cette histoire à l'aune de nouvelles problématiques. Parler de Marc Bloch à Perpignan, évidemment, ce n'est pas un hasard. Monter de l'extrême droite, il est vrai. Passage de ses deux fils par la gare de Perpignan avant de monter en Cerdagne. Je fais ma thèse sur la Cerdagne. J'essaie de la placer à chaque fois. Je ne touche pas de royalties sur la vente du bouquet au presse universitaire de Perpignan, mais voilà. C'est une très belle thèse pour caler des tables dans le cadre, souligner. Passage donc par Madame et ensuite passage en Espagne pour ses deux fils et sa fille qui travaille au jardin d'enfants de Rivesaltes, dont il a été évoqué tout à l'heure. Donc c'est pas non plus anodin de le retrouver ici et maintenant. On le retrouve également finalement dans sa conception de l'histoire, qui doit être une histoire de problème, qui interroge évidemment les liens entre le passé et le présent. Et quel est son présent en 1931 quand il écrit cette histoire rurale, mais également une histoire un peu carrefour des différentes disciplines. Et on reconnaît, lorsqu'on saisit ces caractères originaux de l'histoire rurale française, encore une fois c'est le monument de l'histoire rurale, toute sa curiosité qui est à l'œuvre, qui se renouvelle dans un livre qui n'est pas une fin en soi, mais qui est en fait une étape de quelque chose qui potentiellement pouvait se poursuivre au-delà, qui aurait pu se poursuivre au-delà. Ce n'est pas une œuvre qui vise à rendre l'affaire de l'histoire rurale française un monument, mais au contraire, c'est une façon de la situer par rapport aux autres espaces européens. Il y a un vrai travail de réflexion dans la genèse des caractères originaux sur quelles sont les spécificités, les caractères originaux, l'originalité de la France par rapport à ces deux sources d'inspiration au niveau des méthodes, au niveau des sources et au niveau des objectifs de l'histoire que sont l'Angleterre d'une part et l'Allemagne d'autre part. Ce sont là en fait ces deux références qui vont permettre à Marc Bloch d'écrire une histoire rurale française renouvelée et qui ne se trouve plus à la traîne ou à la remorque des historiographies anglaises qui posent la question du statut et du changement de statut de la paysannerie au cours du Moyen-Âge, ou bien de l'histoire statistique, mais surtout de l'histoire marquée par la géographie telle qu'on la pratique en Allemagne, et dont il va réutiliser, ça a déjà été dit, c'est vraiment cette école allemande, va être un moment, après son agrégation, de découverte de nouvelles manières en fait, de penser l'histoire avec l'espace. Et c'est quelque chose qui est assez particulier, puisque jusque-là, on peut considérer que dans la formation de Marc Bloch ou dans ses écrits, il n'y a pas de réelle prise en compte de connexion avec la géographie telle qu'elle se pratique en France à ce moment-là. Entre les années 1920 et la publication des rois thaumaturges et la publication en 1931 des caractères originaux de l'histoire rurale française, Marc Bloch va travailler à cette histoire-là. C'est une histoire de longue haleine, il a mis une dizaine d'années à écrire environ, par petits bouts, en s'inspirant de ses lectures, en renouvelant les matériaux, ces matériaux historiques sur lesquels je reviendrai dans un deuxième temps, et en prenant un tournant qui est le tournant d'une histoire qui est aussi une histoire des techniques, une histoire des pratiques et une histoire des paysages. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait de l'histoire rurale en regardant les conditions juridiques des paysans. Et comme le disait Lucien Febvre, dans les écrits des historiens, les paysans ne labouraient que des cartulaires avec des chartes en guise d'arère. Là, Marc Bloch, lui, s'intéresse à un vrai problème historique qui est la diversité des formes du paysage. Entre l'open field et ses champs très allongés, entre le bocage, là où il existe, entre les paysages méditerranéens, qu'il n'a pas tout à fait saisi parce qu'évidemment, ils ne répondent pas à des modèles classiques anglo-saxons. Il y a cette volonté finalement de penser les pratiques et les techniques, c'est-à-dire les paysans comme les acteurs du cadre collectif sur lequel ils vivent et qu'ils construisent. Pour ça, il va utiliser d'abord l'interdisciplinarité, et c'est cette interdisciplinarité qui est créée, fondée comme un exemple à l'université de Strasbourg,
en travaillant notamment avec des linguistes, avec des archéologues, etc. Il va également utiliser les travaux régionaux, d'érudits, de manière à composer un peu ce tableau, mais qui est un tableau très dynamique, qui essaie de penser ensemble les structures et le changement. Ça n'a rien à voir avec celui que font les géographes, notamment le tableau géographique de la France de Villard de Lavache. Au contraire, voilà, ces géographes ne rentrent pas réellement dans la bibliothèque de Marc Bloch, parce qu'à ce moment-là, c'est une géographie très statique, alors que lui, ce qui l'intéresse, c'est réellement le changement et les possibilités même du changement. C'est finalement une histoire qui essaie de penser les déterminants historiques contre les déterminants géographiques, et qui est l'œuvre d'un historien, c'est-à-dire dans un entre-deux. Dans un entre-deux, un des historiens dit que le travail de Marc Bloch, c'est ni Marx ni Freud, c'est ni de la psychologie ni de l'académisme historique. Un autre historien, maire de Montpellier, Georges Frêche, disait qu'il était historien parce qu'il n'était ni philosophe ni prêtre. Enfin, on sait que l'homme n'était pas vraiment parfait, mais qu'il n'était pas totalement mauvais non plus. Il fallait se situer entre les deux. Et je pense que quelque part, Georges Frêche a pu dire Marc Bloch à ce moment-là. Donc c'est une histoire qui essaie de penser des cadres pérennes, matériels, qui se transforment progressivement, et par les pratiques dans lesquelles les paysans sont aussi des acteurs de ces cadres-là. Quelques traits de caractère à ces caractères originaux. D'abord, ce sont des matériaux multiples. Il y a des textes, mais il y a surtout des plans parcellaires, des cartes, des photographies aériennes. Dont on sait qu'il était photographe. On sait aussi que la photographie aérienne fait irruption dans les manières de faire la guerre pendant la Première Guerre mondiale. Et on voit là que sans cesse, en fait, les historiens qui travaillent en chasse l'autre de la légende qui essaie de trouver de nouvelles manières de penser et d'écrire l'histoire. Le principe des caractères originaux de l'histoire rurale française, c'est l'étude du changement et des structures sociales et économiques du Moyen-Âge à l'époque moderne, c'est-à-dire que Marc Bloch n'est pas que médiéviste, il est aussi moderniste, et il est aussi témoin de son temps. Il est avant tout historien, finalement, et cet historien, avant tout, a trouvé un objet qui était à la mesure de ses études, qui est l'espace. Parce que l'espace, c'est quelque chose qui reste au-delà des générations qui se succèdent. D'une certaine manière, il fossilise le temps, et il fossilise aussi les possibilités de changement. Et il essaie de situer à la fois des différences régionales pour essayer de comprendre ce qu'est la France en changement rural, et également des comparaisons européennes qui sont énigmatiques de son étude. Le plan de l'ouvrage, je vais passer très rapidement dessus parce que le président est à ma droite et il regarde ça. Le plan de l'ouvrage, c'est un ouvrage classique, d'histoire rurale, qui va alterner des tableaux et des récits. Chapitre 1, c'est clairement un chapitre précis par lequel il y a un processus qui est les étapes de l'occupation du sol, qui est une grande nouveauté dans les années 1930. Autre tableau, la vie agraire. Ensuite, on a deux chapitres qui sont très dynamiques sur la seigneurie, comme le cadre de la propriété et de l'appropriation. Un chapitre tableau sur les groupes sociaux, et à nouveau deux chapitres sur le changement. C'est bien un travail sur structure et changement, dans lequel s'affirme la comparaison comme un modèle de récit historique. On ne réfléchit pas sui generis, mais on va opposer, on va comparer les situations à l'intérieur de l'espace français, desquels il va sortir finalement trois grands types. L'open field, comme un système agraire face au bocage, face au système qui est méditerranéen. Alors, on dit pyrénéen, c'est une déformation professionnelle. Et c'est à l'intérieur de cette histoire rurale qui va mettre au point finalement à la fois son projet d'enseignement aussi, parce que la comparaison devient une méthode historique et elle devient la nécessité méthodologique pour faire de l'histoire. Et c'est des comparaisons qui s'appuient sur des études de cas, donc on va ensuite voir des développements. Par exemple, en Angleterre, des conférences écrites, c'est des articles en 1942 qui contiennent un volet d'histoire rurale qui va du XXe siècle et ensuite de manière régressive vers le passé. Et donc un ensemble de notes, on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues, si ce n'est les notes deviennent l'ouvrage posthume sur Seigneurie française et manoir anglais, qui est publié en 1960 et qui fait un peu on va dire, le point sur ces recherches qui viennent après les caractères originaux. Ce qu'on sait de Marc Bloch, en tout cas ce que savent l'historien de Marc Bloch, qui n'est pas tout à fait la même chose que ça de sa famille,
les membres de la famille, c'est évidemment sa curiosité, mais aussi c'était un intellectuel pressé, rapide. Quelqu'un qui était capable de passer d'un sujet à l'autre, d'aller en profondeur d'un sujet, puis de passer à un autre, etc. Ce qu'il y a de particulier avec l'histoire rurale, c'est que finalement, c'est un projet qui va presser dans ses cartons et qui va continuer de se nourrir sans que, finalement, il ait eu la possibilité de lui donner toute l'ampleur qu'il voulait lui donner. La réception de l'œuvre, qui est un élément important, dès 1931, ce sont surtout les géographes qui s'emparent de ce livre-là. Les historiens ne sont pas vraiment préparés à lire de l'histoire rurale, je ne suis pas sûr qu'ils le soient à nouveau. C'est Demangeon, qui est un grand géographe des années 30, qui va faire un compte rendu qui est encore disponible aujourd'hui, pour dire qu'il est d'abord très content et très fier de ce Marc Bloch très intelligent qui va enfin suivre, qui va enfin marcher sur les traces des géographes. D'accord. Et ensuite, c'est une manière en fait de marquer l'autonomie de la géographie par rapport à l'histoire, évidemment, et qui va aussi proposer de manière assez constructive des pistes, y compris des pistes de travail commun, pour essayer de penser le temps et l'espace en même temps. Jules Sion, qui est un autre de ces géographes vedettes de cette période-là, lui reproche d'avoir ignoré les activités industrielles, notamment parce que une grande partie de l'activité industrielle repose sur des ressources qui sont le lot commun des géographes, notamment la forêt et l'eau. L'industrie du Moyen-Âge, on dit bien l'industrie au XIXe siècle, c'est la forêt et l'eau qui permettent cette industrialisation. L'accueil chez les historiens est enthousiaste, mais après-guerre, notamment à partir de la réédition de 1950. Et ensuite, ces caractères originaux de l'histoire rurale française tombent un peu dans l'oubli dans les années 1980, parce que ce sont d'autres pages d'histoire, d'autres manières de faire l'histoire qui vont suivre, et notamment une histoire des mentalités. On le voit notamment dans la thèse de Samuel Le Turc, une thèse qui reprend l'étude de l'open field et qui est un hommage direct à Marc Bloch, puisqu'il reprend le dossier et interroge la forme des champs et les formes d'organisation sociale qui permettent la forme des parcellaires. Ou encore la thèse qui a été interrompue de Thomas Jarry, qui lui reprend l'un des plans qui avait été publié dans les caractères originaux de l'histoire rurale française pour en faire sa thèse. C'est son point de départ. Donc, il y a une reprise de ces travaux-là. Je vais terminer simplement par les critiques les plus récentes qui ont été les plus surprenantes en préparant l'invention. Ça a été celle de dire mais pourquoi Marc Bloch fait de l'histoire rurale? Après tout, c'est un homme de la ville, c'est un fils universitaire. Qu'est-ce qu'il connaît à la terre? Et on voit un géographe, je ne vais pas le citer, qui s'appelle Jean-Robert Pitt, un excellent géographe du paysage, peut-être un peu jaloux, qui dit mais en fait, Marc Bloch, non, il n'est jamais allé sur le terrain, il n'avait jamais mis les pieds sur la terre, etc. Ils diront ça à quelqu'un qui a fait la Première Guerre mondiale dans les Français. J'ai trouvé que c'était quand même assez osé. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, voilà, la question de l'histoire rurale, on a un peu l'impression qu'elle a été monopolisée, notamment par la géographie. On a fini par oublier que ces générations, jusque dans les années 1950, étaient d'abord des générations d'hommes de la campagne, d'hommes ruraux qui connaissaient. On connaît l'anecdote de Marc Bloch qui passait de longues heures à discuter avec deux paysans dans la Creuse. Il passait plus de temps avec eux qu'avec ses étudiants, apparemment. Ces étudiants, eux, râlaient un peu de ce fait. Je crois que l'essentiel de la réception, c'est celle d'une définition d'une grammaire, d'un cadre pour penser l'histoire rurale. Parce qu'on n'est pas sorti de l'histoire rurale. Je pense que tout le monde a mangé des biens alimentaires, des produits alimentaires à revenir. Donc on n'en est pas sorti. Mais Marc Bloch définit un cadre dans lequel la société s'articule à la question des formes du paysage. Et que entre cette articulation entre les formes du paysage et la société, il y a la question de la contrainte politique, du sens collectif, du collectif politique. Et il y a là un héritage à poursuivre. Si on regarde aujourd'hui les formes des nouveaux parcellaires,
face auquel on est parfois un peu démunis, donc les lotissements par rapport au village traditionnel ou par rapport au monde urbain, il y a de nouveaux parcellaires qui répondent à de nouvelles formes d'organisation sociale avec des contraintes politiques qui également peuvent s'exprimer. Avec de nouveaux parcellaires, je vous rappelle les gilets jaunes sur des ronds-points. Un rond-point, c'est une forme d'aménagement collectif qui va être pris d'assaut par des collectifs et qui interroge ce que sont les nouvelles ruralités, les nouvelles mobilités, etc. Évidemment, on peut aussi s'interroger, le problème de Marc Bloch, c'était la question de la propriété. Comment les paysans, est-ce que les paysans étaient propriétaires, comment l'étaient-ils, et qu'est-ce que ça fait à la société? On peut aujourd'hui prolonger le questionnement en s'interrogeant sur quels sont les effets de la mise en marché des espaces agraires et des productions agricoles, évidemment. Je passe sur le volet environnemental, parce que c'est sûr que je ne peux pas tenir tout longtemps. Ah bon? Mais je crois que l'essentiel, c'est de se demander à quoi sert l'histoire de Marc Bloch, avec tous les débats qu'il y avait sur l'histoire en serbe, évidemment, l'histoire qui sert, l'histoire en serbe. Je pense que pour Marc Bloch, clairement, l'histoire devait être utile à penser, à s'émanciper, à s'échapper parfois du présent, et surtout à poser de nouvelles questions. Et je crois que si on doit le relire aujourd'hui, c'est bien pour se poser de nouvelles questions qui sont celles du XXIe siècle. Et merci. Bien, ben, merci beaucoup pour ce exposé très clair et tenu dans des temps plus courts qu'il n'était autorisé, mais je vois que Nicolas m'avait prévenu 20 minutes. Alors, tu m'avais dit entre 20 et 30, mais finalement, quand c'est court, c'est concis, et plus c'est concis, plus peut-être on reçoit réellement. C'est comme ça qu'on a perdu le manque d'enchaînement. Alors qu'on aurait eu des blindés. C'est évident. Non, j'ai arrêté les prises de cheveux. Ah ouais. Juste aujourd'hui, demain, Bien, dernier intervenant, mais il y aura ensuite une discussion autour des deux interventions d'aujourd'hui. Donc, qui est Claude Dangean, qui est professeur des universités en histoire médiévale à l'université de Perpignan. On est très perpignanaise, donc, et qui intervient sur les caractères originaux de la médiévistique française, Marc Bloch et la tâche aveugle dans l'historiographie française. Merci. Merci aussi au public. Je suis ravie que notre université soit une université ouverte, que nos séminaires attirent un public nombreux et choisi. Je remercie Nicolas et Grégory en particulier, tous ceux qui ont organisé, parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour nous tous. Donc vous avez compris que je suis la médiéviste de service. Et je vais vous proposer un texte pour le débat. Donc, de cette génération de l'affaire Dreyfus, selon les propres termes de Marc Bloch, la littérature a gardé l'image du bloc de la recherche du temps perdu, dont Swann, le héros de Combray, dit qu'il ressemble tellement au portrait du Mohamed
la même personne. Et il essaie juste des textes de grand-père, de Marcel, hein, qui chante un petit air de la juive, très discrètement. Antoine Compagnon, spécialiste de Proust, présente ce bloc avec le juif assimilé par le revenu. Marc Bloch, professeur d'histoire médiévale, descendant de ces juifs alsaciens qui avaient choisi la France, héritier des fiches d'un père, lui aussi professeur d'université, on vous l'a dit, ancien combattant, j'insiste parce que voilà, il voulait que ce soit dit ce septembre 14-18, qui reprit du service en 39, en 40, malgré, on vous l'a dit aussi, son âge, ses 6 enfants, sa position pour pu l'écarter de l'action, pourrait certes se voir qualifié d'intelligent, comme se fait à l'écrit de Marcel, mais le portrait serait à rebours de celui d'Amélie Norat. Au parcours d'excellence classique, on vous l'a dit aussi, mais j'insiste, hein, il a joint un verbe clair, un esprit d'observation critique et ouvert, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un bon élève, intelligent, dans le moule, parfaitement héritier, mais qui s'est inventé. Au parcours donc d'excellence classique, il a joint toutes ses qualités et il ouvre des voies novatrices au plus près de la vie que, selon lui, aime l'historien. Alors, commencer ainsi à l'exposé sur Marc Bloch et son influence sur la médiévistique française par une remarque aussi incongrue, pourrait sembler inconvenant et même choquant. Tant nous devons à la mémoire de Marc Bloch ignorer le citoyen, le patriote, le professeur, tout cela étant la même chose, sans mettre ainsi à l'avant une judéité qui n'a apporté que face aux antisémites. Je le cite. Il y a eu, il leur répondit avec un panache tout militaire, même une ironie très plaisante, il est très ironique dans ses textes, mais discrètement ironique. Il leur répondit qu'être juif signifiait devoir être encore meilleur et plus travailleur que les autres pour réussir, et qu'après tout, ce n'était pas si mal. Nous suivrons cependant la voie qui nous prie en posant une question d'aujourd'hui. Quels sont les rapports entre le cofondateur des Annales et ce que Paul Salmona, directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme, a qualifié de tâche aveugle de l'historiographie française, à savoir l'absence des Juifs dans le grand récit national. Comment et où voir l'histoire des Juifs médiévaux distingue des études juives? La remarque faite en passant que Marc Bloch n'avait pas vu les Juifs médiévaux a laissé les médiévistes interroger. Que signifie la réserve face au fait d'être né juif? Comment le comprendre? Alors, du point de vue méthodique et heuristique. Je pose comme axiome que loin de lire dans cette attitude celle d'un Français que j'aimais son origine, il faut y voir l'expression d'une lucidité que l'actualité rend encore nécessaire et l'appui d'une nouvelle histoire des Juifs médiévaux assise sur des recherches qui ne consultent pas, certes, mais pour laquelle il suffit de pistes et dont il posa les problèmes politiques, parce que cette histoire est politique. Il s'agit de juger de transmission intellectuelle non linéaire. La proposition que je vous fais ici se veut donc un discours de combat, une disputation, exempte de polémique. Nous allons donc d'abord examiner combien le métier et la méthode de l'historien imposent une voie de neutralité idéologique et une réflexion critique, sans nier que le chercheur est le fils d'un état du métier, compris comme milieu professionnel, d'universitas, des maîtres et des élèves, ici réunis. Les textes lus sont ceux du citoyen historien, rassemblés opportunément par Annette Becker et Étienne Bloch dans le volume de la collection Carto chez Gallimard, que vous avez ici. Nous resterons ensuite à défendre un comparatisme ou cheminer en prêtant attention au sens des termes soigneusement contextualisés, un exercice parfaitement utile aux médiévistes et pour lequel Marc Bloch travaille au millimètre, en luthier, selon son expression. C'est-à-dire avec finesse et attention à une humanité vivante, sensible dans la documentation. Je dis toujours à mes étudiants, n'oubliez pas qu'ils ont été vivants. Son article sur les fausses nouvelles et sa défense du comparatisme sont pour nous autant de leçons dans la quête du bon renseignement, justement replacé dans l'ensemble des données. Et finalement, le capitaine Bloch, vous parlez de ses étudiants, c'est sévère, et l'historien, alors l'enseignant, on en a entendu parler, sont ce même membre qui agit en citoyen. Alors ensuite, je vous épargnerai la relecture des caractères originaux de l'histoire des vagues françaises
parler du MANS et de cette catégorie sociale, je le réserve à mes élèves de master. De toute façon, tous les étudiants ont le PowerPoint dans un de leurs Moodle. Alors, je vais d'abord parler donc, de l'historien citoyen, de ce rapport entre passé et présent. Je suis désolée, j'ai beaucoup de texte, je ne sais pas si ça se voit très bien. Poser une question utile aux citoyens actuels ne signifie pas produire une analyse fautive d'un anachronisme. Ce sont deux choses différentes, hein, voire de téléologique et si courantes dans notre vie. Déclarer que Marc Bloch lui-même, conçu comme le pape des annales, et ça c'est un faux sens, dont il fut élégant de se déclarer proche en raison d'une position de domination de cette école, mais à l'époque de Brodel, postérieurement, serait aveugle au judaïsme, c'est ne pas saisir l'état de la médiévistique d'alors et celui d'aujourd'hui. Cela conduit surtout à un danger en miroir du risque que fait peser l'antisémitisme passé et présent. Et il est pernicieux et parfois même, c'est là presque subtil. Marc Bloch a naturellement rencontré l'antisémitisme qui imprégnait son époque. Rappelons que le président du Conseil en 1936, on parlait tout à l'heure du juif Blum, on ne peut pas parler du juif Zé ou du juif Mandel. L'un des souvenirs les plus marquants de la jeunesse de Bloch, dit-il, a trait à l'affaire Dreyfus, à l'excédé de la génération Dreyfus, même s'il avait très loin au procès de Rennes, et à son père. Ne nions pas que dans les milieux académiques, aux expressions plus feutrées que celles de la presse populaire, du juif politique, écarter un juif du Collège de France, ou ne pas trop regretter le statut des juifs, pouvait s'entendre. Marc Bloch s'affronta vaillamment à cette situation, sans se masquer la réalité, hein, et le dossier de lettres rassemblé par Olivier Dumoulin le prouve. Il demeura attaché avant tout à sa qualité de français, sentiment vigoureusement exprimé dans son testament de 1941. Soucieux de sincérité, il refuse que soient dites les prières hébraïques sur sa tombe, mais souligne combien il ne récuse pas le fait d'être issu d'une lignée juive. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, et je crois que c'était tout à fait important. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Il n'y a pas de séparation. Ce qui les laisse froid, c'est la religion, et surtout l'institution religieuse, ce qui se ressent bien dans ses choix d'idéologie. Il est bien tout l'inverse du Bloch de Proust, puisqu'il n'a ni à cacher, ni à regretter sa judéité, ni à prouver qu'il est bon français. À l'heure où l'État français repousse et mettait, l'historien s'en tient à ce qu'il est, avec naturel, franchise et fermeté. Il n'est donc pas besoin d'insister sur les faits biographiques dont on a parlé tout à l'heure, qui sont mieux connus grâce à l'édition des papiers qui met ça dans l'ouvrage. Le seul regret que nous pouvons exprimer aujourd'hui à ce sujet naîtrait du constat que tout cela est sorti de l'histoire, malheureusement mal compréhensible pour la plupart des auditeurs d'aujourd'hui. D'où le contresens sur son attitude. Ce choix citoyen de l'historien capitaine Bloch a valeur heuristique selon moi. Je m'explique. Pour saisir cette volonté tenace de dénier tout effet à une conception raciale et à une analyse statutaire des faits, il suffit de lire sa correspondance au sujet de l'Union générale israélite de France. Je me rappelle qu'on disait israélite à l'époque, maintenant c'est israélite, justement à cause de ce que c'est. Nous pourrions être troublés par son refus d'organiser une charité communautaire. Marc Bloch choisit de hiérarchiser, ça c'est mon interprétation, choisit de hiérarchiser les décisions sans confondre sensibilité et sensibilité. Si quelques phrases lui échappent dans ses écrits les plus personnels qui montrent sa grande sensibilité, non voulue pour la publication, ce professeur qui ne se découvre pas être capitaine, en attendant continuer à ses cours, imagine les conséquences structurelles. Il est bien lucide. Et c'est son métier qui le dit. Comment se renseigner? Analyser en contextualisant avec justesse, à la bonne échelle, avant de proposer une lecture la plus claire possible, qui n'exclut pas le doute ou les corrections ultérieures à ce nom de lui-même. Dans les articles publiés sous le nom Fougère, dans les annales, il dit ouais, un certain professeur B a dit quelques bêtises, il va pas être content. Il se corrige au fur et à mesure, même pendant la guerre. En la matière, il faut admettre que sous couvert de pitié, sujet du GIF, la constitution du GIF comporte le statut des juifs et introduit ce qu'on appelle aujourd'hui du communautarisme pour exclure là où il faudrait, selon lui je pense, et
sport spécifique, alors que du temps de son père, ça s'était fait. Mais du temps de son père, ça s'admettait parce que les protestants l'avaient fait, les chrétiens l'avaient fait. Donc il nous dit, parce que tu auras plus tard Isaac, d'ailleurs, Isaac de Isaac, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait des chrétiens, il faut qu'il y ait des catholiques, il faut qu'il y ait des protestants avec nous. On ne peut pas faire ça en tant que juif, autrement on se retranche. Cette analyse nous offre un modèle juste et efficient selon mon expérience. De fait, le professeur à l'université de Strasbourg n'a jamais traité des juifs dans ses œuvres. Mais pourquoi faudrait-il que Marc Bloch ait tout traité? Alors que c'est le cas alsacien, je pourrais même vous dire l'expérience alsacienne, que vous avez vu, l'expérience de famille, reconstituée d'époque moderne et contemporaine, qui a ouvert la route, je crois, à des travaux décloisonnés sur les juifs, des villes et des campagnes. Il eût fallu qu'il s'intéressât un peu plus aux villes, et on l'a dit, bon, les villes, c'est pas son truc quand même. Et il eût fallu pour cela qu'il s'appelle aux villes, mais à son époque, de toute façon, il était impossible de réfléchir à partir des documents témoignant du monde rural, comme les cartulaires, car les mentions sur les juifs y sont dispersées et rares. Inutilisables sans les outils informatiques, et c'est justement maintenant seulement que nous allons pouvoir le faire, et ça j'y tiens beaucoup parce que c'est important l'histoire orale de la France, et dire que des juifs peuvent être dans les campagnes, agriculteurs et pas seulement le rachis du long. C'est très important, on est en train de le voir. J'attends simplement un étudiant qui fera la thèse dessus. Je me rappelle. Justement, nous devons mettre à l'exergue de ce fait, jusqu'au 12e, au 13e et parfois même au 14e, les juifs sont invisibles dans la documentation. Et lui, il est de cette époque-là, j'ai envie de dire, de l'époque du servage. Ce fait est lourd de sens. Il a été compris comme témoignant de l'absence des juifs dans les périodes anciennes. Alors on dit oui, il y a les grands marchands étrangers, celui qui datait de Pirène, justement, qui traverse la France, bon, des étrangers, des marchands bien sûr, des juifs. Il est plus juste de suivre la manière de procéder de Marc Bloch et de s'attacher à la nature et à l'origine des documents produits. Ils sont conçus pour l'exploitation de la seigneurie. Ils n'inventent pas la différence religieuse. Et le juif est bien inventé, je ne vais pas trouver moi-même le terme, hein, à peu près en même temps que l'hérétique. Il faut donc chercher des juifs dans d'autres documents, grâce à l'archéologie parfois, et nous avons trouvé les preuves maintenant. Ainsi, la conception française, avant tout, qui était citoyenne, qui était viscérale, j'ai envie de dire, qui plaçant le patriotisme au premier plan, mais pas le chauvinisme, ignorait l'appartenance juive, secondaire et familiale, sied bien au médias. Alors le professeur Bloch, qui occupa la chaire d'histoire économique lorsqu'en 1936 il succéda à Henri Hauser, celui qui proposa des analyses fines sur la méthode d'une grande enquête sur les prix, nous invite à élargir la focale pour étudier les juifs parmi les autres citoyens qui font les prix, qui font le crédit, etc. Cela ne peut s'effectuer qu'à partir des sources méridionales, ibériques et italiennes, ce que Bloch en connaissait pour le Roussillon, Marc l'a dit, c'est par exemple c'était Allard ou c'était Brutal. Autant dire qu'il ne risquait pas d'en rencontrer beaucoup d'informations sur les juifs. D'ailleurs, classé à part, pour des raisons juridiques témoignant des stéréotypes ancrés chez les archivistes, mais c'est aussi nous sommes en train de l'écrire. Bref, c'est la posture de Bloch qui nous inspire, pas ce qu'il a écrit. Cette position au départ de l'enquête visait l'étude des juifs avec le milieu des chrétiens, sans distinction préétablie, était encore difficile à tenir dans les années 1990. En effet, l'histoire médiévale était et est encore soigneusement découpée, voire parcellisée. D'abord par des oppositions certes signifiantes et nécessaires, je ne les mets pas en cause, que la pléthore actuelle de bibliographie impose encore plus d'enjolivement. C'est comme ça qu'on vous passe. As-tu lu le dernier? Ah oui, mais moi, c'est l'histoire du crédit. Déjà, je lis plus l'histoire religieuse, etc., où je me disperse, c'est terrible. Mais aussi parce que la légitimation professionnelle, les étudiants ils sont souvent attentifs parce qu'on les forme à ça, s'appuie exclusivement sur la spécialité. Et il faut avouer que la tribu des Lévis, c'est Olivier de Lumière qui nous traite ainsi, a, comme tout groupe, ses codes distinctifs. D'autre part, la Constitution, européenne américaine, de chambres mais études, parmi lesquelles les études juives se distinguent des études byzantines, par une confusion déplorable entre la nature spécifique du corpus documentaire
avec une supposée prééminence de l'appartenance religieuse. Tout ça conduit à faire une non-histoire des Juifs. De cette non-histoire des Juifs, la chose des Juifs pour les Juifs, d'autant plus qu'elle se comporte avec des stéréotypes de manière tout à fait rassurante, qui vaut bien logique. Alors pourquoi parler de non-histoire? Parce que même la science du judaïsme, qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, lorsque le judaïsme des Lumières sort du ghetto, a privilégié la linguistique, la philologie, la philosophie bien plus que de cette difficulté témoigne la trajectoire douloureuse de l'historien allemand de la meilleure école, celle de Fritz Perls, qui a écrit en 1913 une étude des Juifs du royaume d'Aragon, suivie en 1929 d'une synthèse sur l'Espagne, œuvre érudite de première main, riche, suggestive, dont cette histoire que Bloch connaissait, mais qui, après 1933 et surtout en 1949, est devenue Isaac Perls. Moi, quand je faisais ma tête, je croyais que c'était deux personnes. Auteur de Galout, histoire de l'imaginaire de l'exil. Alors certes, Bloch aurait pu trouver dans les premiers articles de la revue des études juives, et même auparavant dans les articles aussi donnés, de quoi envisager l'histoire sociale de l'économie à travers une documentation hébraïque, mais on imagine mal le professeur de la Sorbonne accédant à ces faits étiquetés juifs, hébreux, documents exceptionnels. Et c'est là les outils de nos travaux reviennent encore aujourd'hui qu'il nous faut arriver à contenir, à comprendre, en tout cas à saisir, d'où notre historiographie, Michel le deux. Et donc, la leçon de Marc Bloch invite à l'interdisciplinarité, mais ça n'est pas la pluridisciplinarité d'école pratique des hautes études, que je ne récuse pas du tout, travail. La rencontre de ces écoles n'a pu se réaliser que lorsque la tradition issue de Marc Bloch et des annales, à travers, alors elle est heurtée à la tradition de Marc Bloch, parce que il est mort, et son doctorant aussi, presque en même temps que lui. Donc directement, il n'a pas de filiation. Mais il a ce qu'on appelle, les étudiants à chercher le grand-père, l'arrière-grand-père spirituel, et la pertinence, c'est-à-dire l'arrière-grand-père spirituel, c'est Marc Bloch. Et c'est ce qui compte. Et il n'y a pas besoin de filiation physique. La rencontre de ces écoles vont se réaliser avec des livres quand Bernard Blumenkranz, la nouvelle Judaïca, a croisé, grâce à lui, autre journaliste au départ, a croisé Marc Bloch. Et c'est venu de quoi, j'ai envie de dire, pour nous, mais c'est le charme du livre, qui est étudiant. Et ça a émergé vraiment grâce à des possibilités techniques, c'est-à-dire l'ordinateur personnel qui a permis les études sériales communautaires. Donc ces travaux d'histoire des Juifs des années 2000 peuvent donc se reconnaître une filiation intellectuelle autant vers Marc Bloch qu'à Salou Meyer Baron, précurseur à l'université de Columbia de l'histoire juive. Et en effet, si ces notices biographiques qualifient le premier d'historien juif, le second restera un historien et résistant français dont le refus obstiné du statut pétainiste des juifs contemporains vaut aussi refus d'une histoire statutaire d'un groupe qui qualifie de croyants recrutés jadis dans le monde méditerranéen, Khazar et tout cela. Quant à la citoyenne française que je suis, elle n'oublie pas la leçon de fermeté à méditer face aux pièges d'aujourd'hui, en particulier celui tendu par le terrorisme et ses suites mineures, mais non moins dangereuses, qui suscitent aisément des replis identitaires. Et les mésaventures du 3e congrès des études juives en juin dernier m'ont fait toucher, m'ont bien montré. Voilà un premier point que je voulais développer. Ensuite, je voulais vous présenter les capacités de comparatisme et de contextualisation à la bonne échelle, mais je vais me contenter de conclure là-dessus. Mais je vais quand même c'est-à-dire que Bloch envisage une histoire européenne qui vient de l'Angleterre et de l'Allemagne, et Marx l'a bien dit. Il ne cesse de comparer les phénomènes, mais
la linguistique, la toponymie, l'observation spatiale, ils cherchent l'ordre vivant et ils contextualisent à leur faire un outil érudit. Et ce qui est impressionnant, c'est par exemple sa leçon sur le terme de serf. Alors c'est important pour nous, historiens des Juifs, parce que servoui, ça a été interprété comme étant l'expression de l'infériorisation des Juifs, une infériorisation évidente, puisqu'ils sont juifs, que théologiquement ils sont inférieurs, et qu'au Moyen-Âge, chacun vit selon son statut, et que les Juifs n'ont pas de raison d'être admis, doivent se convertir. Mais ça, c'est parfaitement un faux sens, qui est une lecture littérale qui est devenue minoritaire, elle existe encore. Donc la question que j'avais posée, c'était comment peut-on appartenir à la cité tout en étant dans la communauté juive à une autre échelle. Et les textes qu'il nous donne sur la servitude, ainsi qu'un texte de Pierre Bonassi, que je n'analyserai pas en détail, mais qu'on peut analyser en détail et étudier dans le texte, nous montrent qu'il faut revenir au sens du mot, certes, ici, mais il faut essayer de voir dans le contexte à la fois local et des pouvoirs à quoi il sert aussi. Donc c'est de quel document le cite, pour quelle raison et qui le dit. Et il nous fait justement dans le texte sur le comparatif dans le volume de Carto et dans le chapitre des caractères originaux de l'histoire rurale, le chapitre sur le mens et les catégories sociales, qui est particulièrement intéressant. Il nous fait une comparaison entre l'Angleterre et la France, et il nous montre comment finalement le villénage et le servage français dans la culture française sont semblables et se sont différenciés. Et ceci à cause de la pénétration juridique. Comme les rois d'Angleterre sont bien forts avec leur shérif, avec leur prix, ils ont une administration déterminée très tôt qui est très puissante. Ils sont plus efficients dans l'action judiciaire et de ce fait, ils sont obligés quand même de s'arrêter et de laisser les relations entre les seigneurs et leurs hommes en dehors de leur action. Par contre, les Français, alors du coup, ça introduit une catégorie des vilains libres et des serfs non libres qui est agglomérée, et du coup, tous les serfs, dont les juifs anglais, n'oubliez pas que la première expulsion, c'est l'expulsion anglaise, en Angleterre, donc, tous ces gens-là, tous ces ruraux, sont asservis. Par contre, en France, le roi n'est pas fort, pas autant. La pénétration judiciaire, elle se fait, peu à peu. Et du coup, elle se fait un peu un artisan. Et le roi de France arrive à aller un petit peu plus loin entre le seigneur et ses hommes. De ce fait, diverses catégories, il y a un découpage entre des vassaux, des serfs, des hommes libres, des bourgeois, etc. Et donc, il ne suffit pas de dire que voilà celui qu'on appelle serf, celui qu'on appelle vilain est asservi dans la main du roi. C'est beaucoup plus complexe, c'est ce que Job montre par cette contextualisation. Et Bonassi reprend ses études sur le servage, il montre aussi très bien les nuances du terme qui nous ont permis, nous très récemment, dans un colloque hommage un colloque de l'université de Perpignan, déporté à Paris, transporté. Et donc, oui, parce qu'après les mots prennent des sens dans certains contextes. Donc, nous a bien montré qu'on pouvait, en tant que juif médiéval, appartenir à la cité et en même temps être parfaitement juif. Alors, ma conclusion sera lapidaire. Oui, certes, Bloch n'a pas étudié les juifs. Tant mieux parce que autrement je ne vais pas m'en servir de ces textes. Mais dans les caractères originaux de
les caractères originaux, dans son livre de 1931, il dit bien que c'est et il fait par la vie d'ailleurs, que c'est un livre qui doit être lu, qui doit être ruminé, qui doit être aussi pillé, c'est ce que dit faire, et repris et poursuivi. Et quand on lit certaines préfaces à ce texte, on a l'impression, oh oui, c'est une phrase de bord, on a réussi, alors que on a toujours fait ça. Alors chez nous, personne ne nous touche au web. C'est très moderne, c'est très mode, c'est très chouette. Mais c'est beau livre, je regrette de ne pas en avoir parlé, mais on m'avait donné plus de parole. Et donc, et les caractères de mots, les caractères originaux, c'est pas c'est dépassé, il a fait plein d'erreurs. Mais c'est normal, parce que c'est ça l'histoire. Vous n'êtes pas, alors là je parle aux étudiants, vous n'êtes pas obligé de dire toutes les choses justes, mais vous êtes obligé de chercher la vérité avec honnêteté, avec modestie, avec métier, et avec tout votre cœur, et toute votre curiosité, et votre plaisir. Parce qu'il a dit qu'il avait pris beaucoup de directions, il dit pas que c'était pas bien amusé, parce que c'est pas à son nom de parler comme ça, mais c'était ça aussi, de faire avec beaucoup d'amour. Et petit à petit, on corrige. Donc nous sommes là pour continuer, et je crois que lui, peut-être que le plus beau livre, ce sont ses caractères originaux, parce qu'il n'a pas pu le finir. Et la plus grande leçon, c'est que j'espère vous avoir montré, c'est que l'historien est un professeur, un chercheur et un citoyen, et que tout ça c'est lié. Et c'est pour ça que je suis désolée de faire mon séminaire d'accord entre nous, en familial, que personne de la vie, comme je dis, n'est bien, et que je suis ravie de vous avoir eu devant moi aujourd'hui pour vous dire voilà un petit peu ce que j'avais sur le cœur, parce que Bloch c'est une grande leçon de sexualité, et je crois qu'il me touche beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci pour cette communication passionnante et passionnée, mais aussi sur la réflexion sur le métier d'historien et aussi sur le rapport du passé et du présent qui sont toujours liés dans l'histoire, mais pas, je ne vais pas faire continuer, mais pas de façon servile de l'un vers l'autre, mais qui sont quelque chose qui se nourrit, et on pose à l'histoire les questions qu'on se pose, même si quelquefois on ne se pose pas les bonnes questions. Et voilà, je vous donne la parole, vous avez les deux communicants, et vous vous adressez à eux. Alors vous criez un peu. Oui. Michel, je voulais intervenir sur deux points qui sont ressortis des deux interventions. Tout d'abord, il a été fait mention de Marc Bloch, le citoyen. Marc Bloch, le grand historien évidemment, Marc Bloch le juif, et je pourrais insister encore lourdement sur Marc Bloch officier. En me documentant pour préparer le colloque, j'étais surpris d'apprendre qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ses anciens étudiants le surnommaient le capitaine Bloch et qui le décrivaient comme quelqu'un d'assez rigide. Et en regardant tout simplement sa fiche, son article, qui est plutôt bien fait sur Wikipédia, je ne suis pas allé bien loin, vous avez un onglet qui parle de la postérité, de la mémoire de Marc Bloch, et il y a au moins 2 promotions d'officiers, dont une de Saint-Cyr, qui porte son nom. Et il y a une promotion, la deuxième, c'est celle d'officier de réserve d'état-major, alors qu'il avait refusé, comme l'a dit Nicolas, de suivre les cours par manque de temps, qui porte son nom. Et enfin, je ne suis pas sûr qu'il aurait accepté, mais je ne vais pas parler en son nom, une promotion de l'ENA, qui, au milieu des années 90, porte également le nom de Marc Bloch. Ensuite, sur l'espace et le rapport à la géographie, j'ai eu la chance, il y a bien longtemps, en tant qu'étudiant, d'assister à l'inauguration de la bibliothèque universitaire de l'Université de Perpignan, qui s'appelle Fernand Braudel,
si on devait retenir, me semble-t-il, qu'un seul historien de l'école des Annales après les deux fondateurs que sont Marc Bloch et Lucien Febvre, ce serait peut-être Fernand Braudel, le grand auteur de la Méditerranée à l'époque de Philippe II, et aussi l'immense auteur de Civilisation matérielle, économie et capitalisme, dont les titres des 3 tomes ont traversé les 2 interventions qui viennent d'être dites, je crois, surtout celle de Marc. Je rappelle que le premier volume s'appelait Les structures du quotidien, le second, si ma mémoire est bonne, Les temps d'échange, les jeux d'échange, et le troisième, Le temps du monde, où il mélangeait en reprenant peut-être et en développant, parce que lui, pendant que Marc Bloch résistait, il était dans un stalag, si ma mémoire est bonne, par mon problème. Et donc, d'après la légende, il a rédigé sa thèse sur la Méditerranée de mémoire dans le stalag. C'est une légende, mais bon, peu importe, toujours est-il que cette thèse caractérise bien les Annales, et je crois que le nom des Annales était une référence à Tacite, qui, si ma mémoire est bonne, était avant tout un géographe, mais peut-être que je me trompe, historien et géographe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Sur le capitaine de Bloch, en effet, j'ai revu, ça fait 3 semaines que je vais de Bloch, en effet, et ça se sent dans ce qu'il écrit. Moi, ce qui m'a touché, c'est que c'est quelqu'un qui est, comme j'ai dit, un excellent élève, enfin le brillant sujet, le modèle de l'excellence française, mais qui sait qui sait être différent, qui s'est dit qu'il faut réformer la population, etc. Il ne fait pas un démagogue, enfin, il est extrêmement rigoureux. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Et d'autre part, je pense qu'il le dit à un moment, il est assez fier qu'on lui dise qu'il était un vrai soldat, un vrai capitaine. Je crois qu'il aime l'action, qu'il aime l'organisation. Après, il a été dans le renseignement, il est dans l'essence de renseignement, c'est vital. Et il y a mis toute sa capacité à faire des fiches, pas des rapports, des fiches, et à agir. Et je pense que ça, il en est très fier, et qu'il enseigne en capitaine, mais c'est pas. Mais l'armée, enfin, ce que je trouve très touchant chez Bloch, c'est qu'il sait être iconoclaste, différent, mais sans jouer le différent, la méprise, etc. Non, il est dans le moule, mais il le subvertit, le moule. Il est parfaitement. Voilà, c'est ça qui est impressionnant. C'est ça qu'il faut aussi que les jeunes gens comprennent. C'est pas une position de « Ah, je méprise tout, et moi je suis... » Non, c'est pas ça. D'autres interventions? Voilà. On serait pas Alors là j'aurais une petite question à poser aux historiens et notamment à ce qui se passe aujourd'hui avec la manipulation de l'histoire, puisque au-delà des faits qui sont établis et du croisement des données de façon à pouvoir être le plus objectif possible, comment peut-on faire aujourd'hui pour contrer toute la manipulation qu'il y a autour des fake news, de la réinterprétation de l'histoire et notamment sur Perpignan, une vision sur une façon de revisiter notamment le contexte de l'histoire revisité notamment sur le musée algérien. Donc quel est votre... Non, c'est moi qui te réponds. Ah. Non, mais c'est clair. Bon, moi je fais de l'histoire, de l'anthropologie économique, de l'histoire du crédit et de l'histoire des juifs. Alors, je ne sais pas ce qui est le premier, je ne sais pas ce qui est le second, c'est la même chose. Ça n'a pas tellement changé, finalement. On nous dit probabilité, vous m'avez de moi sur le sujet.
dans la même situation. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que les jeunes gens dans les lycées, dans les écoles, parce que c'est là qu'on peut agir d'abord, ils ne sont pas, vraiment formés à cette méthode que nous développons, et c'est très dommage. Moi, les étudiants qui ont du CAPES et qui ont été ensuite enseignantes, voilà, ils sont très importants, ils ont été sidérés. Voilà, donc ça c'est un premier concept d'échec. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire notre niveau, enseigner un CAPES, enseigner, avec tout notre cœur, c'est tout ce qu'on peut faire, avec toute notre méthode. Alors ensuite, par rapport au musée, par rapport aux manipulations, essayer de faire des journées comme aujourd'hui. Nous avons essayé de faire des journées à partir de l'an dernier, qui étaient dans les débats, là, c'est pas la page de plus, mais bon, sur les juifs médiévaux, parce que je prétends que les juifs médiévaux c'est bien, parce qu'il y a la distance. Et en même temps, c'est aujourd'hui, les questions elles sont d'aujourd'hui. Et ça permet d'avoir une distance critique, intellectuelle. On ne va pas se discuter selon le parti politique auquel on appartient, mais on va essayer de voir les documents et de comprendre. Mais bon, vous savez, c'est très difficile. Moi, il faut vraiment travailler, c'est tout. Hommage après l'exposé, la première question que j'ai eue, ah oui, c'est Richard de Juif, qu'est-ce qu'ils font? Bon, mais Marc Bloch le disait, il faut surtout qu'on se mette à l'écart de la finance. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au musée à Perpignan? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'en sais rien, je l'ai déjà vu. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai organisé le 3e congrès des études de juifs, je tape toujours sur les études de juifs, parce que les études juives, maintenant, elles sont devenues. Et donc, on l'a fait à Perpignan, mais on a été fait à Toulouse. On l'a à Perpignan et à Toulouse en même temps. Parce que je peux faire une histoire, non seulement décloisonnée, mais pas manipulée, et que je serais incapable de lutter contre n'importe quelle manipulation. Parce que la manipulation, soit elle va me mettre en colère, et là, je ne sais pas bien. Soit elle va être très pernicieuse, en fait ça ne sert à rien, là je crois qu'il faut éviter. Mais on n'a pas échappé quand même, puisqu'on a fait une journée, alors hommage, hommage au musée de l'histoire du Judaïsme et à Toulouse, sous bonne escorte. Voilà, ça c'est empêcher de penser librement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Être là et travailler. Autour de la manipulation, surtout de l'instrumentalisation de l'histoire, c'est une problématique complexe parce qu'il est difficile de lutter contre, mais on peut. Mais l'instrumentalisation de l'histoire, c'est le mauvais côté du rapport présent-passé, où on prend le passé pour justifier le présent et on prend un passé qui n'est pas en règle générale celui des historiens, mais celui que l'on a tiré de celui des historiens, ce qui n'est pas la même chose. Et ça, c'est une problématique difficile, donc on a la seule chose qu'on peut faire, effectivement, c'est d'essayer de penser autrement l'histoire. Moi, je suis un historien de la Révolution française, c'est sans doute le secteur le plus instrumentalisé aujourd'hui, et en même temps, on peut lutter contre ça. Hein. Mais c'est pas simple parce que il y a, disons, l'histoire simplette qu'on nous a racontée et qui n'était pas nécessairement inutile, c'est compliqué ça, qu'on nous a raconté quand nous on était enfants, enfin moi, tout le monde ici, mais c'était une histoire qui situait, mais qui situait avec des images d'Épinal, etc. Et les historiens ont largement dépassé cette période aujourd'hui. Néanmoins, ça paraît beaucoup plus simple. Hein. C'est simple de dire que les choses sont simples, que la France est chrétienne depuis Clovis, des choses aussi peu intéressantes que ça. Mais il y a autre chose que l'instrumentalisation. Mais il faut dire non chaque fois qu'il y a de l'instrumentalisation.
dire non, c'est pas comme ça, même si les gens continuent à penser que c'était comme ça. Voilà, ça c'est... Et surtout, c'est ce qu'on appelle d'un mot un peu compliqué, enfin, pas compliqué, d'un mot un peu érudit, ou un peu vanille, ou un peu comme la téléologie, c'est-à-dire partir du résultat pour redescendre vers l'événement, aussi, redescendre vers l'événement et le remonter vers le présent, mais totalement perverti. Et ça, c'est un peu compliqué, mais voilà, on peut faire avec. Maintenant, c'est aussi, et là je crois que Claude a parfaitement raison, c'est une question de notre capacité à éduquer nos étudiants. J'en ai une fois par an, donc je ne les éduque plus beaucoup, mais travailler avec nos étudiants et leur faire voir comment ça marche. Et que c'est pas parce qu'on nous dit que tel événement est fondateur pour la France qu'il l'est. Voilà. Mais c'est un sujet qui est pris par tout le monde. Hein. La droite, l'extrême droite, la gauche, l'extrême gauche adore instrumentaliser l'histoire. Tout le monde adore instrumentaliser l'histoire. Tout le monde. Vous et moi, peut-être d'ailleurs. Voilà. Oui. Non, je te passe. Merci. C'est une question passionnante, hein, encore plus aujourd'hui, mais finalement, en pensant à Marc Bloch, il s'est quand même attaché à faire une histoire méthodique, enfin, voilà, en recourant à la méthode, en disant qu'il fallait construire des savoirs, et que c'est pas non plus innocent, hein, à un moment donné, il fallait aussi se positionner, montrer qu'on était capable de créer de nouveaux savoirs pour obtenir des crédits déjà, à l'époque, etc. Et cette histoire-là, qui est une histoire scientifique, qui est aussi une histoire en problème, et qui interroge la raison pour laquelle on fait de l'histoire, qui peut être aussi la raison pour laquelle on manipule l'histoire. Un historien, il choisit des faits. Les faits, ils ne sont pas établis d'eux-mêmes. Hein. On sélectionne et on étudie les faits par rapport à d'autres. Ça, c'est le travail de l'historien. Et c'est une histoire qui relève des savoirs, de la construction des savoirs. Cette histoire de la construction des savoirs, elle s'est opposée d'une certaine manière à un certain roman national qui avait sélectionné d'autres faits, des grands personnages, etc., pour raconter l'histoire de la nation, et qui était une manière de penser l'histoire. Donc il y a pensée et savoir qui ne sont pas tout à fait les mêmes choses, et qui elle-même s'était opposée à une autre histoire, l'histoire plus chrétienne, hein, histoire même catholique en France, qui était celle de la nation, celle de Clovis, etc. Il fallait être chrétien et catholique pour faire partie de l'histoire de France, qui était une histoire du croire. Il fallait croire. Et donc en fait, on se retrouve avec trois éléments qui ne se superposent pas. Croire, penser, savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être marquer les écarts, les intervalles entre chacun des trois, et de dire, voilà, de quoi on parle, très concrètement. Et ça veut dire aussi, c'est ce qu'on fait, hein, vérifier et rendre compte de la méthode. Quand vous lisez Marc Bloch, ce qui est d'étonnant, c'est que dans les caractères originaux de l'histoire orale française, vous avez des points de méthode très stricts, hein, dans lesquels vous avez le mode d'emploi. Comment on en arrive au fait? Et ça, c'est marquer un intervalle. Marquer un intervalle avec l'histoire du faire, l'histoire du prendre, pardon, et l'histoire de penser la nation. Et je crois que ça, c'est le travail de fond. Ouais, le travail de fond. Et ensuite, le deuxième, c'est de ne pas avoir peur de ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. C'est non pas se jeter dans l'arène publique, mais participer à l'agora publique. Parce que ça, c'est aussi une leçon de Marc Bloch, c'est que l'historien et le citoyen, Claude a raison, sont indissociables. Voilà. Je crois que voilà, la question des historiens dans l'espace public, elle doit être assurée et assumée. Je peux dire un mot. Oui, moi je trouve que votre dernière intervention était vraiment bien. Je crois que la meilleure réponse est déjà cette journée et ce public qu'il y a, qui vraiment, moi j'ai trouvé, montre une appétence pour la connaissance, aussi pour les actes, contre ce qui se passe à Perpignan.
D'autre part, je pense qu'il faut pas à pas résister et ne pas avoir peur. Je veux dire, moi j'ai fait. Alors, il y a l'instrumentalisation politique de Marc Bloch, par exemple, donc je suis complètement perdue. Voilà, il y a l'instrumentalisation des politiques de Marc Bloch, parce que c'est bien commode de se parer des habits, de ces habits exemplaires. Mais moi j'ai tenté de résister, par exemple, j'ai fait des tribunes à chaque fois avec un historien, ou des historiens, quand il y a eu Sarkozy, j'ai fait une tribune qui s'appelait M. Sarkozy arrêté de laisser Marc Bloch tranquille. J'ai même aussi au Brésil, des historiens brésiliens, qui ont eu une instrumentalisation. Il ne faut pas hésiter, je pense que, comme tu dis, il faut que les historiens aussi soient dans la vie publique et interviennent. Ils ne laissent pas le champ à tous ces types qui se disent historiens, qui disent des avis toutes les 2 secondes. Donc, je pense que vous avez parfaitement une place. Moi, je trouve que cette journée est formidable. C'est ça qui vous multiplier. Parce qu'effectivement, il ne faut pas laisser prise. C'est difficile, mais je pense que petit à petit, la vérité, les faits, s'imposent petit à petit. Oui, merci beaucoup pour ces dernières discussions qui est très intéressante. Je voulais dire qu'il y a un fait absolument certain, une vérité absolue, c'est qu'il y a un cours à 18h dans cet amphi. Et donc, il faudrait qu'on termine maintenant, parce que sinon on pourra terminer.